Bonjour à toutes et à tous. Je fais ce regard parce que c'est la énième fois que je filme la vidéo et que j'ai supprimé la vidéo juste avant et que je n'arrive pas à la retrouver. Du coup, je refais une autre vidéo, mais ce n'est pas grave. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année 2019. Je sais très bien qu'on est le 28 janvier et que ça ne sert à rien de souhaiter une bonne année à la fin de janvier, mais ce n'est pas grave. Bonne année. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma toute dernière lecture de l'année 2018, qui était une lecture magnifique, que j'ai beaucoup aimée, qui m'a stimulée intellectuellement, bien sûr, qui est Foulard et Imen, pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle de Mona At-Tahawi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mona At-Tahawi, c'est une écrivaine, journaliste, écrivaine, journaliste, féministe, militante pour les droits de l'homme avec un grand H, en attendant de trouver un mot qui va référer aux hommes et aux femmes sans avoir à passer par le mot homme. Je mets tout ça entre parenthèses et je continue, parce que sinon je vais m'égarer encore. Alors, dans Foulard et Imen, c'est un essai où il y a une part biographique de Mona Tahawi, parce que c'est quelqu'un qui a elle est née en Égypte, elle a ensuite passé quelques années en Grande-Bretagne avec sa famille, ensuite elle a déménagé en Arabie Saoudite et elle est revenue pour finir ses études supérieures en Égypte. Et donc tout ce voyage spatial, tout ce voyage également temporel a changé sa conception d'elle-même, sa conception autant d'elle-même autant que femme arabe, musulmane et puis ensuite de culture musulmane, par rapport à sa féminité, par rapport à sa sexualité et comment est-ce que son image à elle autant que femme est une image qui est appropriée par le poids, par l'État, la religion, la culture, etc. Donc dans ce livre, elle pose une question qui est fondamentale, c'est une question qui peut paraître étrange au début, c'est pourquoi nous déteste-t-il le nous référant aux femmes arabo-musulmanes et le il référant aux hommes arabo-musulmans. C'est une question qui peut gêner, c'est une question qui peut paraître comme une manière d'essentialiser les hommes et les femmes et de les mettre dans un seul paquet. Or, je pense que le fait que Mona Tahawi ait vécu dans différents régimes de pensée, dans différentes cultures, lui permet de poser un constat qui est un socle commun d'une misogynie dans le monde arabe. Et ce socle commun, malheureusement, s'appuie à la fois sur une interprétation patriarcale de la religion, mais également sur un poids culturel qui n'a, hélas, parfois rien à voir avec la religion, et que cette fusion entre les deux joue un poids majeur sur la manière avec laquelle les femmes sont perçues dans le monde arabe. Alors, le contexte du livre est un contexte qui est très particulier parce que Mona Tahawi part d'un contexte qui est le contexte de la révolution arabe. Le contexte de la révolution est un contexte qui est très particulier parce que quand on parle de révolution, on a l'impression que c'est ce moment-là où tout se déconstruit et se reconstruit, où tout devient discutable, où on peut mettre sur la table tous les sujets, les discuter et en faire quelque chose qui répond aux demandes des gens. Or, ce qui s'est passé très souvent pendant la révolution égyptienne, comme l'indique Mona Tahawi, c'est qu'à un moment donné, les gens sentaient le besoin de faire primer un combat social, qui est le combat contre la corruption, le combat pour avoir une vie digne, un travail, etc., sur un combat qui est essentiel, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, ce qui se passait très souvent, c'est qu'on disait que le féminisme, l'égalité aux femmes, c'est un combat qui est secondaire. Le premier combat qui doit être mené par les femmes et les hommes doit être un combat pour une liberté sociale, pour une vie digne, contre la corruption, contre tout ce qui s'est passé avant, contre le régime avant la révolution. Or, Mona Tahawi dit quelque chose d'essentiel, c'est que si à chaque fois on est là à vouloir donner un caractère de second plan au féminisme et au combat féministe, c'est que ce combat n'aura jamais lieu, c'est que cette révolution féministe n'aura jamais lieu. Or,
le dilemme et tout l'enjeu, c'est que les femmes qui sortent autant que citoyennes à Maïdan al-Tahrir, place al-Tahrir, pour réclamer leurs droits, doivent au même titre collaborer avec des hommes pour avoir leurs propres droits, mais également mener un combat intérieur au sein de la résistance afin de réclamer leurs droits en tant que femmes, afin de réclamer une égalité en tant que femmes. C'est une manière de dire que on est là, on crie au droit comme vous, mais une fois que la révolution sera faite, nous serons égaux. Nous sommes égaux. Et c'est toute la dualité dans laquelle s'inscrit le combat des féministes arabes. C'est qu'il y a à la fois un combat social à mener, mais également un combat féministe qui ne doit pas être légué à un second combat, parce qu'il est essentiel, il est majeur. Et en fait, à Maïdan al-Tahrir, elle dit au même temps qu'il y a ce combat pour l'égalité, au même temps qu'il y a ces slogans qui font revivre une étincelle de liberté au sein de la jeunesse égyptienne, mais en fait, les femmes sont réduites parfois même à un objet. Lorsque des femmes sont arrêtées par la police, elles subissent un examen de virginité. Alors, avant de revenir à cet examen de virginité, en fait, dans le monde arabo-musulman, on réduit le concept de dignité, d'honneur, qui sont des concepts qui sont très larges, parce que ce sont des concepts qui peuvent être déployés depuis la naissance d'un être humain jusqu'à sa mort, qui tiennent de différents domaines, l'honnêteté intellectuelle, la capacité qu'a une personne à honorer ses engagements, à garder son intégrité autant qu'être humain. Ben en fait, tous ces concepts-là, toutes ces définitions qui sont très diverses et variées, qu'on peut avoir du mot honneur et dignité, quand le mot honneur et dignité, quand ces concepts sont appliqués aux femmes, eh bien, c'est réduit à leur hymen, c'est réduit à leur virginité. Or déjà, vous allez voir que au-delà de l'aspect réducteur du concept de dignité et d'honneur, il y a à un moment donné une contradiction qui se déploie et qui est le fait qu'on assimile la virginité à l'hymen. Or, la virginité qui se veut comme étant la non-expérimentation sexuelle absolue, parce que sinon on n'est pas vierge, on la réduit à l'hymen, on la réduit à quelque chose de visuel, à une manière de voir s'il y a un hymen ou pas. Or, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est très réducteur parce que on réduit l'expérience, le plaisir sexuel, l'expérience sexuelle à l'acte de pénétration. Et donc, une femme qui n'est pas vierge, qui n'a plus d'hymen, alors en dehors de l'institution du mariage, en dehors d'un mariage, est une femme qui, malheureusement, selon la culture, est une femme qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'honneur. Et donc, ces filles-là qui sont interpellées par la police, à qui on oblige et on impose un examen de virginité, ce sont des filles qui sont rejetées deux fois. Elles sont rejetées par le poids de la culture, mais aussi politiquement, parce qu'on leur dit en quelque sorte, au lieu d'aller mener le combat et aller à Maïdan al-Tahrir, crier vos propres droits autant qu'être humain, vous devez préserver votre virginité d'abord, parce que vous n'avez pas préservé votre dignité. Et encore plus, c'est un message qui est envoyé aux familles en leur disant, si vos filles partent à Maïdan al-Tahrir, alors ce sont des filles qui n'ont pas d'honneur, donc vous n'avez pas d'honneur. C'est exactement ça. Donc le poids qui est employé sur ces filles, qui est appliqué aux femmes, est un poids politique également. L'État s'approprie un discours culturel religieux afin de se donner une légitimité, afin de garder tous ses intérêts. Et si on regarde la question de la virginité comme la traite Mouna al-Tahawi,
Si on regarde d'un point de vue religieux, la virginité, normalement, elle est imposée aux deux sexes, elle est imposée à l'homme et à la femme. Or, dans un monde arabo-musulman, dans le monde entier, j'ai l'impression, je ne dirais pas dans le monde entier, mais en tout cas en Occident et en Orient, la sexualité de l'homme est exaltée. La sexualité de l'homme, même avant le mariage, est malheureusement un signe de la bonne santé sexuelle de l'homme, en quelque sorte. Et donc, très souvent, dans un monde arabo-musulman où les hommes sont pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience avant le mariage, où on commence même à douter, je suis désolée d'employer ce mot, de leur virilité, comment est-ce possible d'exalter une sexualité de l'homme sans exalter la sexualité des femmes? Comment est-ce possible d'encourager une sexualité sans encourager une autre? D'autant plus que dans le monde arabo-musulman, la seule sexualité qui est autorisée, c'est la sexualité hétérosexuelle. Donc comment est-ce possible de mettre en avant la sexualité masculine et de nier la sexualité féminine en dehors du mariage? C'est quand même assez paradoxal et c'est exactement là où on voit le poids de la culture, on voit le poids du patriarcat sur la manière avec laquelle nous concevons les choses, sur la manière avec laquelle nous concevons les femmes, le corps des femmes. Car au même titre que le corps de la femme est hyper sexualisé, au point qu'on a besoin parfois de lui imposer un habit religieux, culturel, au même titre, ce corps est détesté. Ce corps est une détestation qui est même pathologique selon Mouna At-Tahawi. Parce que cette obsession de la virginité ne s'arrête pas uniquement à des textes de loi, ne s'arrête pas uniquement à une surveillance constante, non. Ça se traduit en un crime contre l'humanité. Ça se traduit en un crime qui est l'excision, qui est toujours, malheureusement même en 2019 aujourd'hui, pratiqué dans des pays comme l'Égypte, le Soudan, dans des pays africains notamment. Et l'excision est une manière, en quelque sorte, de garantir la virginité des femmes en disant que de toute façon, elles n'éprouveront jamais le désir avant. C'est une manière de leur enlever tout désir sexuel, mais c'est également une manière de les contrôler. Parce que s'il y a une obsession, c'est l'obsession de la sexualité féminine. Dans l'imaginaire collectif, il y a une sexualité féminine qui est débordante, les femmes ne peuvent se contrôler, et donc afin de les pousser à se contrôler, il faut leur enlever tout désir. Or, si on enlève à un être humain le désir d'une sexualité, il ne devient que sujet, il ne fait que subir. C'est exactement ça. Les femmes qui sont excisées ne sont plus auteurs, elles ne sont plus actrices d'un rapport, non. Elles sont juste sujettes, assujetties à un plaisir masculin. Dans le monde arabe, c'est une manière de généraliser, mais en tout cas dans les régions du monde arabe où l'excision est toujours pratiquée. Et d'ailleurs, Mouna At-Tahawi revient sur le fait que l'excision est très souvent pratiquée par des femmes sur des femmes. Parfois même, elle raconte l'épisode où Nawal Saadawi se faisait exciser alors qu'elle était toute petite, elle était enfant, et elle se dit que elle cherche du regard sa mère en se disant que c'est elle qui allait pouvoir la sauver de cette violence. Or, à un moment donné, elle voit sa mère en train de rire, sa mère fière de dire que sa fille restera vierge jusqu'au mariage. Et en fait, ce qui est très fort dans cette stigmatisation des femmes, c'est que la violence, elle n'est pas employée juste par des hommes, non, elle est entretenue par des femmes mêmes. Et c'est ça, en fait, le poids majeur, je dirais. C'est qu'en fait, des femmes qui ont subi dans leur chair une violence patriarcale la reproduisent le même modèle sur leurs filles. Il n'y a aucunement une remise en question. Et c'est ça l'enjeu majeur. C'est comment aujourd'hui on arriverait à remettre en question tout un système de pensée. Comment est-ce qu'on n'arriverait pas à dupliquer le même modèle qui a été exercé sur nous, sur les générations à venir?
Et c'est tout l'enjeu de Mona Tahawi dans ce livre-là. Et l'enjeu également de Mona Tahawi, elle parle de choses qui sont diverses et variées. J'ai pris 2 éléments qui sont très intéressants, qui sont l'excision, la virginité, mais également, elle parle également de voile. Je pense que je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que j'ai envie vraiment de faire une vidéo sur ça. Mais en tout cas, ce livre et le poids de ce livre, c'est comment elle fait pour trouver un socle commun à des cultures qui sont très différentes. Et ce socle commun justifierait en quelque sorte cette misogynie et cette stigmatisation des femmes dans le monde arabo-musulman. On peut être d'accord ou pas avec Mona Tahawi, on peut très bien être d'accord avec sa conception du voile, sa conception de la virginité ou pas. Cependant, elle mène une réflexion. Elle se questionne sur des choses qui l'ont habitée en tant que femme arabe. Elle se questionne sur des choses qu'elle a vécues elle-même. Et c'est ça le poids, je dirais, de ce livre. C'est parce qu'il y a une part de soi, il y a un témoignage qui rend crédible la pensée, les idées de Mona Tahawi. Et je dirais, je finirai sur un point essentiel, c'est que les femmes arabo-musulmanes se doivent de mener un double combat. Un combat pour leurs droits en tant que citoyennes, mais un combat avec ceux mêmes qui prétendent à ces droits. Et c'est cette dualité qui fait la dimension très importante du féminisme, du féminisme arabe, et je dirais même du féminisme arabo-musulman. Alors, je vais finir ici, je vais m'arrêter ici. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. C'est un livre qui est très intéressant. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous lisez anglais, prenez la version anglaise parce que la version française, il y a pas mal de coquilles. Ce n'est pas très gênant, ça se lit tout de même. C'est un livre avec lequel on peut être d'accord, avec lequel on ne peut pas être d'accord, mais en tout cas, il est majeur, il est très intéressant, il est très important, donc lisez-le. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez lu ou pas. Voilà, moi je vais m'arrêter ici et à la prochaine. Au revoir!